early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be. Vendredi 12 juillet 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bon réveil. Surtout Juma Moubarak à tous. Et comme vous le savez sans doute, il est 6h30, l'heure de votre matinale Kinkiliba qui vous réveille en douceur tout en vous informant. Comme tous les vendredis, vous retrouverez Abdul Aziz Ban. Comme vous le savez déjà, ce week-end sera rempli de, on va dire, de finales, on va dire ça ainsi, la Coupe du Sénégal, la finale également de la Copa et ainsi que l'Euro. Ce sera ce dimanche, d'ailleurs, à suivre sur les antennes de la RTS. Et on va sans doute en parler dans la chronique de Abdul Aziz Ban, les sports. Il sera accompagné de Laura pour sa chronique culture. Aline Badarakan n'est pas en reste avec justement les interviews avec les différents invités qui nous accompagnent ce matin. Nous en aurons 3 qui nous accompagneront. Alors, les capsules quotidiennes, c'est la météo, le bulletin d'information, sans oublier le bulletin météo, information et gymnastique avec le coach Tandaha. Et les vendredis, généralement, ce qu'ils proposent, c'est des challenges. Préparez-vous à les reproduire en attendant que nous réserve Dame Nature. C'est l'heure de la météo. Oh, no, 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 no. Chers amis téléspectateurs de Kinkeliba, bonjour. L'actualité météorologique de ce jour sera marquée par des orages et pluies qui sont attendus donc à l'intérieur du pays, ce qui occasionnera donc une légère baisse des températures journalières. L'animation satellitale de ce jour nous montre donc des cellules pluviogènes qui vont aborder le pays par l'est et qui vont par la suite progresser pour intéresser le centre et la partie sud-ouest du pays. Ce qui fait qu'en termes de prévision pour la journée d'aujourd'hui, comme le montre la carte, c'est des orages et pluies attendus vers la partie est du pays, sur l'axe Matam-Bakel-Tamba à l'envers de Kédougou. Ces orages et pluies sont attendus aussi au centre et vers la partie sud-ouest du pays, sur le reste du pays. Donc sur l'axe Dakar, Thiès, Saint-Louis, Podor, Louga, c'est plutôt un ciel nuageux qui sera attendu. Côté sensation, une légère sensation de chaleur sera ressentie sur l'axe Saint-Louis à l'envers de Dakar avec une valeur de 30 degrés attendue. Sur le reste du pays, les températures journalières accuseront d'une légère baisse due à ces activités donc pluvio-orageuses. Au centre du pays, les températures journalières tourneront entre 32 allant jusqu'à 34 degrés. Vers la partie sud du pays, sur l'axe Ziguinchor, Sédhiou, Kola allant même jusqu'à Kédougou, les températures tourneront entre 31 allant jusqu'à 34 degrés. Par contre, sur l'axe Matam à l'envers Bakel, une légère sensation de chaleur sera ressentie avec une valeur de 38 degrés qui sera attendue. Donc globalement, chers téléspectateurs, c'est des activités pluvio-orageuses qui vont intéresser le pays au courant de cette journée vers la partie est du pays et qui vont progresser donc pour intéresser le centre et le sud-ouest du pays, laissant le reste du pays, c'est-à-dire l'axe Dakar, Thiès, Podor, Saint-Louis, Louga, sous un ciel nuageux. Côté sensation, une légère baisse des températures sera notée à l'intérieur des terres. Par contre, sur l'axe Matam à l'envers Bakel, le mercure grimpera légèrement pour atteindre donc 38 degrés. Voilà qui met fin à ce bulletin météo. Excellente journée à vous.
C'était le bulletin météo proposé par nos partenaires de la NACIM. Vous pouvez réagir sur nos différentes plateformes digitales, la page Facebook Kinkeliba, mais aussi la page Facebook RTS1 Sénégal. Alors, j'ai invité l'équipe à me rejoindre en attendant justement de faire un peu de gymnastique avec le coach Tandara les vendredis généralement. Ce qu'il propose, c'est des challenges. Il invite Aline Badarakan, nos invités, à s'installer. Comment vas-tu? Ça va? Ça va. Bien réveillé, Abdoulaziz Ban? Oui, ça va très bien. Ça va au taquet? Oui, ça va. Ça va, tu t'es réveillé à l'heure ce matin? À l'heure, oui, à peu près. À peu près. À l'heure, oui. Très bien. quelques Alors, exceptions bonjour, près. comment allez-vous? Bienvenue en plateau. Aline Badarakan, on se prépare pour les exercices et les challenges du vendredi du coach Non, mais Tandara. c'est déjà fait. C'est bon, t'es prêt? Voilà. On va les reproduire en studio. Mais Inch'Allah, avec plaisir. Tout de suite, la gymnastique. On se retrouve juste après. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, notre dernière capsule de la semaine, le challenge du vendredi. Alors, le challenge du vendredi, mesdames et messieurs, ça va aller très vite. Évidemment, aujourd'hui, basé sur le jumping jack, nous aurons également la barre olympique, nous aurons également des épreuves à franchir, évidemment. Eh bien, nous aurons aussi cette plateforme, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, ça va aller très vite avec le duo, le coach duo et le coach féminin. Il s'agit d'Endei qui nous est venu de Mbour. Alors Mbour, quartier 11 novembre, le quartier le plus populaire de Mbour, nous dit-on. Eh bien, à vous tous, nous vous souhaitons une excellente journée et très bon réveil. À vous d'abord pour regarder votre émission Kinkeliba. Alors tout de suite, coach duo avec vous et nous allons maintenant en duo avec coach féminin, coach Ndei qui nous vient de Mbour. Allez, c'est à vous. Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver ce matin pour vous présenter notre dernière capsule de la semaine. Alors, comme d'habitude, on va présenter notre challenge du vendredi. Qui dit challenge, dit effort maximal. Et il y aura beaucoup d'intensité, mais à chaque fois, on va essayer de maintenir la durée et l'intensité de l'effort qu'on va produire. Allez, on vous donne rendez-vous tout de suite dans les démonstrations des exercices qu'on va proposer. On est toujours accompagné de coach Ndei et souvenez bien. Merci beaucoup. Allez, avec les jumping jack, mesdames et messieurs. Allez, on y va, c'est un challenge, ça va très vite. Et que pour l'instant, évidemment, malgré l'épuisement, et donc les deux coachs, encore une fois, en tête. Allez, on va terminer par cela. Allez, on va y aller, mesdames et messieurs. Regardez, avec tous ces efforts fournis, avec un peu de quadrupédie là-bas, avec coach Ndei, qui nous est venu, elle, de Mbour. Allez, je crois que c'est terminé maintenant. Allez, on va maintenant vers l'étirement. Allez, l'élongation. Voilà un élément qui fait beaucoup de bien avec une longue respiration, pour ne pas dire la respiration profonde, pour tout évacuer les toxines qui sont là, mais surtout les déchets ultimes du glucogène qui, en tout cas, cet acide lactique là, qu'il faut, vaille que vaille, je vais dégager. Allez, terminus. C'est fini. Voilà, mesdames et messieurs, nous nous voilà. Comme on a l'habitude de dire, terminus, tout le monde descend. On vous souhaite une bonne récupération et un bon VSD par anticipation. Portez-vous bien et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Restez connectés. Merci, merci. C'était donc tout pour cette semaine. Mesdames et messieurs, encore une fois, nous espérons que vous avez suivi
d'agréables moments à notre compagnie, en tout cas depuis le début de la semaine jusqu'à maintenant. Et certainement toujours beaucoup de bien, beaucoup de bonheur. Nous vous souhaitons, mesdames et messieurs, une excellente journée. En tout cas, reposez-vous bien, mais n'oubliez pas de vous hydrater, mesdames et messieurs. L'eau, seule boisson indispensable. J'ai l'habitude d'y ajouter, mesdames et messieurs. Le reste, c'est de la galerie. Alors, la seule boisson indispensable, eh bien, c'est l'eau. Alors, c'est pourquoi je vous demande, mesdames et messieurs, d'en prendre plusieurs gorgées, et surtout quand vous pratiquez le sport de haut niveau. Et donc, c'est important, puisque là, toutes les 10 minutes, une petite gorgée, et à la fin de la journée, mesdames et messieurs, ça va justement faire un total de 2-3 litres et demi même, si vous voulez. Il y en a même qui vont jusqu'à 4 litres. Alors, ceci dit, mesdames et messieurs, reposez-vous bien et très bon VSD. Et à vous également, coach El Hadji Tandara. Alors, ils m'ont rejoint en plateau, Aline Badara Khan, Abdelaziz Ban, nos deux invités du jour. Je commence par Abdelaziz Ban. Comment ça va? Ça va très bien, oui, très bien réveillé. Oui. Ça va? Pourquoi tu me regardes ainsi? Parce que généralement, tu commençais par moi. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui, je ne suis Elle pas a envie de commencer par moi. Voilà, voilà. Et puis c'est tout. Alors, quel est le menu de ta chronique de ce matin? On va parler de la finale de la Coupe du Sénégal prévue ce samedi entre Féru de foot de Louga et Bourg Petite Côte. Oui, deux équipes donc, qui vont s'affronter demain au stade Abdoulaye Wade, au stade du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade. Match prévu à partir de 17h. Également revenir sur l'audience que le président de la Fédération sénégalaise de football a accordée aux différents clubs qui vont donc s'affronter durant cette finale. Revenir sur l'Euro. D'accord. Avant l'Euro, la Coupe CAF, avec la Ligue des Champions et la Coupe CAF, avec Tenguet Football Club et le Giraffe de Dakar, qui ont connu donc leurs adversaires hier à l'issue du tirage au sort. Et puis revenir, terminer par l'Euro et la Copa avec les finales prévues ce week-end. Beaucoup de football ce week-end à suivre, notamment sur les antennes de la RTS. Aline Badara Khan, bonjour. Ah, mais bonjour, la reine du vendredi, Madame Ligue des Champions. Champions League. Ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais tu me jettes quelques fleurs, mais je comprends pourquoi. Alors, comment vas-tu? Ça va, ça va. Ça va bien réveillé ce matin? Oui. Au taquet, on est vendredi. Ben, c'est ça, il n'y a plus de réserve à garder. On donne tout, parce que derrière, comme j'ai l'habitude de le dire, on a droit à une journée et demie de repos. Voilà. C'est cela. Qui sont nos invités de ce matin? Nous avons le plaisir d'avoir 3 invités, 2 en présentiel sur ce plateau pour la première partie. Un confrère, un collègue, un ami également, Amadou Moustapha Dieng, journaliste, écrivain. Alors, il est là pour nous présenter ce recueil de poèmes, ce livre dédié à cette grande figure de l'islam ici au Sénégal, à cette grande figure de l'histoire sénégalaise tout court, Serigne Salihou Mbacké, le 5e khalife général donc, des Mourides. Certainement sera l'occasion aussi avec lui de revenir sur le legs donc, de ce saint homme, voilà, ce qu'il aura fait en termes de contribution au développement spirituel, mais socio-économique également, donc de l'homo sénégalensis. Je pense que ces hauts faits d'armes sont toujours là. Et donc on parlera de son rapprochement, de sa proximité, on va le dire, voilà, spirituelle avec voilà, l'illustre homme de Dieu, Serigne Salihou Mbacké. Pourquoi il a tenu tant à tremper sa plume pour voilà, lui rendre hommage. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec notre invité, Amadou Moustapha Dieng. Et à sa suite, une jeune dame qui nous vient du Nyombato, proche un peu donc du Saloum, mais on est sur les terres du Saloum pratiquement. Mais le Nyombato, pour nous parler brutalement d'un projet, on va le dire, révolutionnaire, parce qu'il s'agit à la base donc d'une association Agir Nyombato, qui a mis sur pied un centre dont l'objectif est de développer donc l'entrepreneuriat rural, et vous ciblez particulièrement les jeunes. Vous avez commencé à récolter les premiers fruits. On reviendra sur cela, sur cette initiative, sur l'accompagnement, parce que je pense que ce que vous faites mérite d'être accompagné. Raison pour laquelle on vous a donc réservé cette invitation pour que vous puissiez en parler et que les autorités également soient à vos côtés. En tout cas, félicitations à l'avance pour ce que vous faites, Oumi Ndao Gaye, je rappelle, qui est responsable administratif et financière et coordonnatrice du projet J'entreprends de l'association Agir Nyombato, n'est-ce pas? Alors, dans la deuxième partie plutôt, alors parce qu'on n'a que 90 minutes, on a que 90 minutes, donc pour le troisième invité, il s'agira donc de célébrer le vivre ensemble ici au Sénégal. Après la première partie consacrée
consacrée à Serigne Saliou Mbacké. Pour la deuxième, un représentant de la communauté catholique pour nous parler d'une kermesse, donc la kermesse voilà, de la paroisse des Martyrs de l'Ouganda. Et on aura donc le plaisir de nous entretenir avec M. Ephrem Manga, qui est le responsable marketing et communication, bien sûr, de ce grand événement qui fait courir tellement de jeunes ici au Sénégal. Donc voilà les questions qui seront au milieu des échanges pour ce dernier numéro de la semaine. Merci beaucoup Alioune Badara Kane. Alors Monsieur Dieng, cet ouvrage, vous avez connu l'homme, Serigne Saliou Mbacké? Tout à fait, j'ai eu la chance. D'accord. Quel souvenir ou qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Son regard qui me vaut aujourd'hui l'invitation. Très bien, magnifique, et magnifique réponse, machallah. Alors, à vos côtés, Madame Gaye, comment allez-vous? Ça va, je vais bien, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Merci à vous de m'avoir invité surtout. Alors, comment se passe un peu, on va dire, les cultures agricoles aujourd'hui? Vous avez eu des semences cette année-ci à Mais bon, partir de elle quand? va nous parler de ça, donc de l'agriculture, de l'entrepreneuriat rural. Je pense que c'est aussi une question qui l'intéresse fort bien. Oui. Voilà. Très bien, en tout cas, ce sera dans la première partie de ce magazine. Avant cela, on va passer à la revue des titres et on commence par le quotidien de service public Le Soleil qui titre à sa une des réallocalisations des droits de tirage spéciaux du FMI, les défis que doit relever le Sénégal. Alors on va continuer avec le quotidien Sud Quotidien qui titre à sa une gouvernance Diomaye 100 jours sans chantier. Alors ce sera justement des informations à lire dans les colonnes de Sud Quotidien. On poursuit avec 24 heures qui titre à sa une cette même actualité, les 100 jours de gouvernance du tandem Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Ousmane Sonko, le compas à l'œil. Alors, on continue avec l'As qui, justement, à sa une, titre justement cette même actualité avec la photo du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Alors, Diomaye face à la presse ce samedi, un exercice périlleux et à surmonter. Alors, ce sera justement ce samedi, le président de la République fera face à la presse Alioune Badara Kane. Je pense que c'est un bel exercice. D'autant plus qu'on faisait souvent le reproche à notre président de la République, à nos présidents de la République, de réserver leur première grande sortie à la presse internationale. Cette fois-ci, la première grande sortie donc, du président sénégalais sera nouvellement élu, sera réservée à la presse nationale. Je pense que ça, c'est une bonne chose. J'ai vu aussi quelques confrères donc, se plaindre un peu de la faible représentativité du choix. Mais écoutez, il y a combien de unes au Sénégal? On va dire pratiquement plus d'une cinquantaine. Combien de sites? Combien de chaînes de télévision? Non, on ne peut pas les prendre toutes. Donc au palais, il fallait bien faire un choix. Je pense que ce choix quand même est mûrement réfléchi parce que quand vous avez certains grands groupes du privé, la RTS naturellement, voilà, c'est assez représentatif donc, pour que l'entretien puisse se dérouler dans les règles de l'art. Effectivement, merci beaucoup Alioune Badara Kane et on poursuit avec Réumi Quotidien qui titre à sa une déguerpissement des ambulants. Le maire Alioune Ndoye assume et interpelle BDF, vive tension au marché Sandaga, Dakar Demdik dévie ses lignes. Demander aux autorités de réagir parce que depuis 2 jours, passer sur l'avenue Lamine Gueye, c'est assez compliqué. Hier, j'ai pris la ligne 5, mais on a été détourné au niveau du centre-ville pour passer au niveau de la place de l'Indépendance. C'est assez compliqué. Je pense qu'il faudra résoudre cette situation, permettre aux Sénégalais, aux populations surtout, de vaquer à leurs occupations. Merci beaucoup d'avoir interpellé justement sur cette question-là. On continue avec Besbi Le Jour qui titre à sa une le PDS et le retour annoncé de Karim. L'épreuve du SOPI, une ligne médiane de faiseurs de roi, alliance aux législatives, PASTEF, échaudé, craint l'eau froide du PDS, un parti de crise en crise. Autre titre à retrouver à la une de Besbi Le Jour, Amadouba Madi, je confirme la visite de Pape Alénian. Sonko et Diomaye ont été mes élèves, je ne les ai jamais dénigrés. Macky Sall m'a appelé. J'étais au Maroc, mais je n'ai pas cherché à le voir. Alors, ce sera à lire dans les colonnes de Besbi Quotidien. Direct News à présent qui titre à sa une le rapport de l'ANDS sur la configuration démographique. Ne faut-il pas brûler le dernier recensement? Ce sera à lire dans les colonnes de Direct News. Et on poursuit avec
quotidien spécialisé en sport qui titre à sa une cette actualité justement du football. L'Euro, Ligue des Champions et Euro 2024. Bellingham face à une victoire du Ballon d'Or. Copa América, 28 matchs sans défaite. La Colombie de Rodriguez, insubmersible. J'y arrive. Alors, tu es d'accord, Abdelaziz Ben? Oui, tout à fait, parce que la Colombie jouait 28 matchs sans défaite. Déjà, il fallait le faire. Et puis, aller voir jouer, parce que parfois, j'ai pris le temps de regarder ces matchs-là qui démarrent à 1h, 2h du matin. C'est vrai, ça commence tard avec le décalage horaire, c'est pas évident. Ça commence tard et puis ce sont de véritables matchs de football. Comme on disait quand on était tout jeune, 5 minutes de Ngondiante, mais là c'est carrément 90 minutes ou bien 100 minutes de Ngondiante. Et puis c'est très rythmé, et puis du beau jeu, de très beaux buts. Et puis James Rodriguez, on va le dire, qui a retrouvé une seconde jeunesse à travers cette Copa América. Et justement, tu vas en parler dans ta chronique. On passe à la rubrique sport, juste après le jingle. Alors ce matin, on va parler football, notamment on commence par la finale de la Coupe du Sénégal qui est prévue ce samedi, Abdelaziz. Le stade du Sénégal, président Abdoulaye Wade, doit donc abriter la grande finale de la Coupe du Sénégal. Elle va opposer les Furies de foot de Louga à Mbour Petite Côte ce samedi à 17h au stade de Diamniadio. Une finale avec beaucoup d'innovations, dont le trophée qui est la réplique de celui de 1961. Mamadou Sakine nous présente la fiche technique de ce trophée. De couleur dorée mat, le nouveau trophée de la Coupe du Sénégal a une dimension de 73 cm de hauteur et 30 cm de largeur. Le design hérité de la Coupe de 1961 a été reproduit en Italie. Nous avons juste essayé de répondre à une commande du public. Depuis plusieurs années, on nous taxe que chaque année, on a une coupe différente. Et en COMEX, on s'est réunis et on a décidé d'avoir une coupe labellisée. C'est à partir de ce moment-là qu'on s'est inspiré de la coupe que vous voyez ici, qui date de 1961, qui est la première coupe du Sénégal. Au gré de notre déménagement de l'ancien siège au nouveau siège, je pense que c'est un jour l'ancien chef du département financier, Mabaté, qui débarque au bureau, qui m'amène une coupe poussiéreuse qui était enfouie quelque part dans nos locaux au niveau de l'ancienne fédération. Pour marquer l'histoire, l'ancien trophée va être symboliquement remis au vainqueur de la Coupe du Sénégal, édition 2024. Je vais proposer au comité d'organisation qu'au moment de remettre le trophée qui va rester définitivement entre les mains du vainqueur, on lui remette symboliquement ce trophée de 61, à charge de le restituer pour montrer le lien entre l'histoire passée et notre présent et surtout ouvrir des perspectives pour l'avenir. Et je pense aussi que nous avons l'obligation de préserver ce trophée. Nos prédécesseurs l'ont gardé de 61 à maintenant. S'ils ne l'avaient pas bien gardé, on ne l'aurait pas retrouvé. Qui de l'Académie Féru de foot de Louga et Mbour Petite Côte remportera le nouveau trophée? Rendez-vous est donné samedi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ce sera au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Est-ce que tu penses qu'il sera rempli? Il n'est pas trop grand pour abriter cette finale. On a vu la forte mobilisation lors de la finale de l'année dernière, ou bien lors du match entre Guédiawaye Football Club et l'AS Pikine. Donc aujourd'hui, il faudra sonner la mobilisation comme l'on l'a fait au niveau de Louga. Même Mbour aussi, j'ai vu hier sur les images la forte mobilisation qui est sonnée au niveau de Mbour. Aujourd'hui, il faut que les gens se rendent au stade. C'est la Coupe du Sénégal, c'est une fête nationale. Il faut y aller et que toutes les autorités aussi accompagnent ces footballeurs, accompagnent le sport pour pouvoir aller remplir le stade. Et puis, on va assister à une très belle finale parce qu'on a 2 équipes joueuses. Monsieur Dieng, vous suivez un peu le football local? Plus ou moins, je suis plutôt culturel. D'accord, d'accord. Voilà, c'est ça, Malik, quoi. Pareil, Aline Badarakat, on a un peu montré la Coupe du Sénégal qui a été fabriquée en Italie. On a quand même des artisans qui peuvent fabriquer des coupes. Mais je pense qu'il y a eu un appel d'offres. Hein. Je crois qu'il y a eu un appel d'offres à la décharge de la Fédération sénégalaise de football. Quand même, il faut dire ce qui s'est passé réellement. Ils ont lancé un appel d'offres. Peut-être que c'est voilà,
un Italien qui l'a gagné. Hein. Mais je pense qu'au moins, il y a eu les règles du jeu ont été respectées dès le départ. C'est ça, les règles d'un appel d'offres. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce n'est réservé qu'aux nationaux. Maintenant, par rapport un peu disons, à l'esprit qui sous-tend un peu ce retour aux premières coupes du Sénégal, c'est pour coller un peu à l'historique de cette coupe-là qui a marqué vraiment le football sénégalais. De grandes équipes ont eu à la brandir, et des équipes qui n'existent même plus aujourd'hui. Donc il faudrait vitalement ressusciter tout cela pour qu'il y ait plus de passion autour de cette compétition. Moi, par exemple, qui suis supporter de la Linguère de Saint-Louis, quand je vois cette coupe-là, ça rappelle un peu le triomphe de la Linguère, même si je n'y ai pas assisté. Mais tous les grands supporters de la Linguère de Saint-Louis ont au moins une photo de ce sacre-là de la Linguère face au Giraffe de Dakar, avec le même trophée, la même coupe. Tout est identique. Donc ça fait plaisir et véritablement les souvenirs remontent à la surface parce qu'il faut redorer davantage donc, le blason du football local et cela ne passait que par la Coupe du Sénégal. Parce que ce qui fait le charme de la Coupe du Sénégal est réunit tout le monde. La preuve, cette finale-là sera pratiquement une finale disputée à 100% par deux clubs amateurs. On peut le dire aujourd'hui. C'est vrai. Donc, Félu de foot qui est en division régionale et Touré Kunda qui jadis quand même dans un passé récent était en Ligue 1. Donc ça démontre que voilà, chacun a sa chance et si vous y croyez, vous pouvez aller au bout et être champion du Sénégal. Effectivement. Alors, on va continuer justement avec cette Coupe du Sénégal, Abdoulaziz Ban. Alors, le président de la Fédération sénégalaise de football a reçu les clubs finalistes. Au cours de cette rencontre, Maître Augustin Senghor est revenu sur le nouveau trophée de la Coupe du Sénégal. Pour lui, c'est un retour aux sources. Avec ce trophée, nous l'écoutons sur cette innovation. De cette édition de la Coupe du Sénégal, c'est-à-dire innover et valoriser cette Coupe du Sénégal. Et je pense que c'est important aujourd'hui que nous sommes pratiquement dans la semaine, je dirais, finale. Je pense qu'il était important que le comité exécutif, mais aussi le comité d'organisation, la commission d'organisation et celle de planification, qu'on puisse rencontrer les dirigeants de ces clubs-là avec la presse pour pouvoir insister sur l'importance de cet événement. Lors des tirages au sort, je pense, des quarts de finale, nous étions beaucoup appesantis sur cette nouveauté majeure que constituait le choix d'un trophée labellisé et qui s'est inspiré dans un retour aux sources, parce que justement, le maître de cérémonie l'a dit, nous cherchions quelque chose qui nous ressemble et il n'y a rien de mieux que d'aller chercher dans les profondeurs de l'histoire de notre football ce qui nous ressemble. Et donc c'est ce trophée de 61 et des années suivantes, parce que j'ai vu beaucoup de photos des années suivantes où les gens brandissaient ce même trophée et qui s'est sauvé par lui-même, parce que je ne pense pas qu'il y ait eu une vraie volonté de conservation, mais il est là. D'abord, ça montre la qualité de ce trophée-là. C'est vrai qu'il est magnifique ce trophée, hein, un trophée des années 60 qui a été revisité. Pourquoi tu as le sourire aux lèvres, Abdoulaziz? Parce que je me retrouve, comme Aline Badra l'a dit, moi j'ai eu à visiter le musée de la Linguère de Saint-Louis au niveau du stade Wiltor. Mais quand j'ai vu le trophée là-bas, ça me rappelle ces images-là que j'ai vues quand on était à l'école de football de la Linguère de Saint-Louis. Aujourd'hui, ça réveille beaucoup de souvenirs. Ça te fait un peu voyager. Tout à fait. Alors, on continue avec les compétitions CAF. Alors, le Teungueth FC et le Giraffe connaissent leur adversaire. Teungueth Football Club va affronter le stade d'Abidjan en tour préliminaire. La Ligue des champions de la CAF, le match aller est prévu en Côte d'Ivoire et le match retour au Sénégal. Les rencontres sont prévues entre le 16 et le 18 août prochain. En cas de qualification, le club de Rufisque va rencontrer le vainqueur du duel entre Milo FC, le champion de Guinée, et le FC Nouadhibou de la Mauritanie, le Giraffe. En tour préliminaire de la Coupe CAF va rencontrer East End Lions FC de Sierra Leone. Le club de la Médina va recevoir au retour après un déplacement à l'aller en cas de qualification. Le Giraffe va rencontrer le vainqueur entre l'UTS du Maroc et le RC d'Abidjan. Très bien, parlons foot international avec la Copa et l'Euro. Une finale de rêve des finales de rêve durant le week-end pour l'Euro. L'Espagne va affronter la vainqueur de la France par 2-1, va affronter l'Angleterre, tombeur des Pays-Bas sur le score également de 2-1. La finale Espagne-Angleterre est prévue ce dimanche à partir de 19h à l'Olympia Stadium de Berlin.
au stade olympique de Berlin d'une capacité de 74 475 places et ouvert le 1er août 1936. Une affiche de rêve pour cette finale qui promet pour la Copa América. L'Argentine de Léo Messi va faire face à la Colombie de James Rodriguez, meilleur passeur de la compétition avec 6 passes décisives et 4 fois élu homme du match. L'Argentine, c'est 24 victoires sur les 25 derniers matchs. Et la Colombie, c'est une série de 28 matchs sans défaite. Une belle rencontre pour une finale inédite. Alors, très rapidement, pronostic sur l'Euro. Bon, pour l'Euro, je vois Lui, naturellement il est espagnol. l'Espagne passer. Naturellement, il est espagnol, quoi. L'Euro. Kudjum Dano. D'accord. L'Espagne. Espagne ou Angleterre? Angleterre. Angleterre, d'accord. La Copa. L'Angleterre est à terre. Hein. C'est à terre déjà. L'Espagne, pour ce qu'ils ont montré, franchement, ils sont vraiment un cran au-dessus. D'accord, d'accord. Vous êtes barcelonais? Oui. Ça se comprend. Alors, justement, pronostic pour la Copa? L'Argentine. L'Argentine? Non, mais je vois l'Argentine passer, mais ça va être pas très difficile. Partie bizarrement, moi, je vois la Colombie. de plaisir. Hein. Je sais pas pourquoi. Oui, parce qu'ils sont sur une série de 28 matchs sans défaite. Mais l'Argentine, rien que pour l'histoire, pour la beauté du football, devrait gagner cette finale-là pour que Messi soit encore davantage au-dessus de tous les autres. Rien que pour ça, on va supporter la Colombie. Alors, vous avez des pronostics pour la Copa entre la Colombie et l'Argentine? J'ai quand même vu la Colombie jouer. Comme Aziz l'a dit, c'est quand même du football 100% très intense, du bojante, et je pense qu'ils vont quand même faire très mal. D'accord, d'accord. Au moins, vous êtes juste dans vos analyses, contrairement à celui-ci. Alors, Copa, vous êtes plus Argentine, Colombie? Bon, je pense que je vais tenter la Colombie. On verra ça. Fan de Ronaldo ne peut pas supporter Messi. Ça, c'est vrai, vous avez pas tort. Alors, j'avais un mouchoir là pour elle. Hein. Fan de Ronaldo. Qui ne cesse pas à pleurer. Hein. Qui ne cesse de pleurer depuis le sac de Messi à la Coupe mondiale. Non, je ne vais pas pleurer. En tout cas, rendez-vous dimanche et je pense que lundi, il fera justement un résumé de tous ces matchs. Et la finale de l'Euro sera à suivre sur les antennes de la RTS, sans oublier la finale de la Coupe du Sénégal à suivre également sur les antennes de la RTS ce samedi. Alors, on va passer la rubrique à oui, au stade Abdoulaye Wade. Malheureusement, non, je serai au Palais. Ah, d'accord, donc, pour la conférence. Au moins, on sera à la conférence. En deux, quoi. Voilà, exactement. Mais Dioba sera au stade. Tout à fait. Alors, Aline Badara Kane, on passe à la rubrique invité. On commence par? Généralement, on commençait toujours par une dame, mais Serigne Saliou Mbacké quand même, hein, par la force des choses. sera donc le premier thème de cette partie invitée. Et bien sûr, Mme Gaye comprendra fort aisément en tant qu'une bonne Sénégalaise. Elle sait que Serigne Saliou Mbacké, quand même, c'est un patrimoine pour tout le Sénégal. Et pour en parler, nous avons le plaisir donc, de recevoir Amadou Moustapha Dieng. Je laisse le soin. Le jingle. Voilà. On se retrouve juste après. Le jingle, hein. Et tu le disais tout de suite, Aline Badara Kane, ce matin, on reçoit en plateau M. Amadou Moustapha Dieng. Il est écrivain et journaliste, auteur du livre sur Serigne Saliou, le 5e khalife général des Mourides. Je te laisse la parole, c'est à toi. Voilà, l'un des grands bâtisseurs également de Touba, celui qui aura aussi permis à beaucoup de Sénégalais d'avoir une formation de base qui leur permettra après dans le futur d'être autodidacte, entrepreneur. Les exemples foisonnent. Serigne Saliou, finalement, c'est un homme d'une dimension incroyable, pratiquement insondable, on peut le dire ainsi. Et vous avez tenu à lui consacrer quand même ces belles pages dans ce recueil de poèmes de 170 pages. C'est un travail doublé d'une passion profonde pour cet homme de Dieu. Alors c'est son regard perçant, ce regard-là, quelque part, qui vous a parlé. Mais tout à fait. Et vous vous êtes dit, il est temps de lui consacrer un ouvrage, ces belles lignes de poésie. Tout à fait. Merci beaucoup Aline Badara, Anta et Abdelaziz et notre invitée comme moi, Madame Gaye. Madame Gaye. Madame Gaye. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier vivement pour l'invitation. Alors, au risque de transformer votre Kenkeliba en café Touba. On dirait pas non pour ce matin. Je Serigne Touba. Merci. Pour commencer. Alors, effectivement, Serigne Saliou, tout à l'heure, on me demandé qu'est-ce qui m'a marqué sur Serigne Saliou. Et j'ai répondu que c'était son regard. Ce regard vraiment perçant, d'où le titre, le regard de la miséricorde. Le regard du cheikh
je ne pense pas que je verrai quelque chose d'autre, d'aussi sublime, d'aussi hypnotisant, d'aussi pur dans cette vie. Et c'est pour cela que justement que cet ouvrage porte le nom de Serigne Saliou, le regard de la miséricorde. Parce que pour un saint, il y a l'expression du regard, mais aussi il y a la profondeur, il y a la dimension opérante même de ce regard-là. Et Serigne Saliou lui-même disait qu'en dehors du Seigneur, il n'y a pas d'autre être sur terre qui a plus de miséricorde que moi pour les créatures. Et il disait toutes les créatures, pas seulement les humains. Exactement. Et cela donc nous amène à parler de cette miséricorde, de cette mansuétude, de cette sollicitude, de cette extrême bienveillance de Serigne Saliou. Et qu'il a connaît justement ce regard-là qui te transporte, qui t'hypnotise, qui te répare même intérieurement. Et pour toutes ces raisons-là, j'ai tenu à dénommer ce livre-là, Le regard de Serigne Saliou. On aurait pu encore l'appeler le regard de la compassion, de l'empathie, de la bienveillance surtout. Mais tout à fait. Il était tellement bienveillant, surtout envers les tout petits. Oui, hein? Oui. Tellement choyé, les petits princes de Touba pratiquement. Hein? Ils se permettaient tout grâce à Serigne Saliou, qui était le protecteur, le bouclier. Mais tout à fait. Avec les jeunes, c'est emblématique, c'est légendaire. Même les photos qui circulent sur le net, on le voit avec des enfants à bas âge, justement. Et il aimait s'entourer de ces enfants-là. Et ce n'est pas pour rien qu'il a pu justement fonder ce qu'il a fondé, créer ce qu'il a créé, et surtout Khelcom, avec cette inspiration-là qu'il a eue pour créer, pour bâtir l'homme de demain. Aujourd'hui, ces enfants-là qui étaient avec lui à l'époque sont devenus maintenant des adultes. Et ils sont parmi nous, et ils sont partout. Et ils sont justement ces Sénégalais qui ont goûté à ce regard de Serigne Saliou. Et vous avez eu la chance de recevoir ce regard-là, vous, Aziz? Oui. On était partis là-bas. Pour la première fois que j'ai vu Serigne Saliou, nos regards se sont croisés et puis je ne pouvais plus retenir mes larmes. C'était tellement marquant, ce regard-là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à déjà aux différents passages que vous avez eus au niveau de Khelcom, de Touba, de Jannatul Mahwa, de rencontrer l'homme? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez lui aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de Serigne Saliou? Oui, Serigne Saliou, c'était déjà le 5e khalife. Il y a une dimension mystique. Peut-être que Alioune Badara, qui est un initié, peut-être, il est très mystique également. Voilà. Mais en tous les cas, il faut comprendre que c'était le 5e fils de Serigne Touba, et qui a été le dernier fils vivant qui a exercé la khalifa. Au-delà de cela, Serigne Saliou, c'était aussi les jeunes, les enfants, l'attraction, l'attirance, l'aimance qu'il exerçait à travers justement son caractère et justement toute cette dimension spirituelle qui dégageait de saint homme. Serigne Saliou, c'est aussi au-delà de Khelcom, qui est l'enjeu économique avec ces champs qui continuent encore de produire. C'est d'abord et avant tout pour moi, l'humain, le capital humain, les hommes qu'il a pu créer. Je dirais que Serigne Saliou a fondé une nation pour moi. Parce que tous ces ndongo dara, tous ces ndongo tarbiyu, ils sont allés à Khelcom pour apprendre le Coran, mais pas que le Coran. Ils ont appris d'autres choses à entreprendre. J'ai connu des ndongo dara qui parlaient anglais comme pas possible, qui parlaient d'autres langues comme pas possible, alors qu'ils n'ont pas fait les bancs. Tu vois. Et au-delà des dara tarbiyu à Khelcom, Ndiourul et consorts, il y a aussi des gens comme moi qui ne sont pas allés à Odara, mais qui ont vécu cette proximité spirituelle. Et je vous dis, je ne suis pas le seul. Il y a 1001 talibés qui m'appellent depuis que le livre est sorti pour me raconter leur histoire extraordinaire avec Serigne Saliou. Et rien que pour cela, je pense que je l'ai écrit pour moi, ce livre-là, parce que Serigne Saliou m'a marqué profondément. Et j'en témoigne dans plusieurs vers, mais aussi je l'ai écrit pour ces 1001 talibés, comme je l'ai dit, pas plus qu'hier. L'un d'eux, je vous fais la confidence, Eliman Diouf, que vous connaissez bien de la CSA, fervent talibé de Serigne Saliou, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Je le connaissais en tant que syndicaliste. Mais hier soir, tard dans la nuit, nombreux, ils sont voilà, ils sont très nombreux, ces personnes qui ont connu Serigne Saliou et qui m'appellent de manière extraordinaire, qui me confient des secrets qu'ils ont vécu avec Serigne Saliou. Un grand aménagiste aussi, on l'oublie souvent. Serigne Saliou, il a contribué aussi à donner
a donné ce visage moderne également à la cité de Cheikh Khadim, qui est Touba. Mais tout à fait. Avec l'érection de quartiers qui, oui, aujourd'hui, quand on voit le plan d'urbanisation, voilà, on dit que ça, c'est ce monsieur-là qui l'a tracé, c'est lui. Vous voyez comment Touba est en train de grandir. Oui. Et Jannatoul Mahwa, par exemple, c'est un quartier qui a été... Voilà. Et même par rapport à cela, j'ai eu à parler avec Fallou Niang. Oui. Fallou Niang, qui est l'un de ses bras droits, qui l'a accompagné dans la conception de la maquette de Khelcom et qui l'a aussi accompagné dans l'aménagement de plusieurs sites agricoles et même dans Touba par rapport donc, au plan d'urbanisme. Et lui-même, au-delà de se réjouir de la sortie de ce livre-là, il m'a aussi parlé d'autres choses, d'autres, disons, faits marquants des relations spirituelles et professionnelles qu'il a eu avec Serigne Saliou. Et son ambition, quand on prend l'exemple de la mosquée Jannatoul, la mosquée de Dakar, Massalikul Jinan, donc on l'oublie, mais en vérité c'est l'œuvre de Serigne Saliou. C'est lui qui a validé l'architecture finale. C'est l'actuel Diorigne même qui me l'a dit. Maïssa Touré, qui était l'architecte de cette grande mosquée, nous a fait la confidence sur ce plateau. Beaucoup l'ignorent, mais en vérité c'est lui qui a pris son crayon après pour esquisser certains plans. Pour apporter des touches à ce que c'est l'actuel Diorigne même. Cette mosquée soit majestueuse. Parce qu'il disait que la mosquée de Bamba à Dakar doit avoir quand même une certaine envergure. Parce que l'architecture première donc, retenue par les Marocains, c'était juste un seul minaret. Et il disait non, une telle mosquée ne peut pas avoir un seul minaret. Mais aussi, il ne doit pas avoir plus de minarets que la mosquée de Touba. Oui. Donc elle doit être dans l'équilibre. Donc pour vous dire la vision de ce grand homme. Mais tout à fait. Voilà. Et vous revenez sur l'anecdote, c'est Macky Faye lui-même qui m'a reçu lorsque je préparais la cérémonie de dédicace qui a eu lieu ce samedi 6 juillet passé. Justement, qui me racontait la part de Serigne Saliou dans la construction de la mosquée de Massalikul Jinan. Et vous parlez justement donc de l'architecture. Il raconte que quand on lui a présenté la maquette, en homme de Dieu, en visionnaire, en savant, en homme inspiré, il a tout de suite pris un crayon, il a dit ça et ça, il faut l'enlever. C'est ça. Et après coup, les gens se sont rendus compte pourquoi il disait qu'il fallait enlever ça et ça. Parce que à l'époque, il y avait des symboles qui ne devrait pas figurer dans une mosquée islamique. C'est ça. Vous vous rendez compte. Un véritable intellectuel. Je vous laisse lire certains passages. Hein? Non, je te fais. Ou bien, mais il n'y a pas de souci, avec plaisir. Donc, Djifi Diafa, comme on disait à l'époque. Alors, je tombe sur. C'était traduit en arabe aussi. Nostalgia. Oui. Nostalgia. Ah, Serigne Saliou. Toute ma nostalgie de la gnose soufie, les 3 gloussements du dindon, présage de mon imparable guignon. Le jour de l'effroyable foudroiement, les éphémères plaisirs du corps sont des cyclones qui aspirent la spiritualité. Là, vous faites référence à son rappel à Dieu. Oui, tout à fait. Mais quelle journée. Oui, quelle journée. Beaucoup de tristesse pour la nation sénégalaise. Et j'ai les frissons, franchement, quand je vous parle de ça. Parce que figurez-vous que j'ai rêvé de Serigne Saliou. Le jour de son décès. Oui, avant qu'il ne décède. Et c'était quelques mois avant. Et je suis tombé dans un sommeil aux alentours de Timis, ce que je faisais rarement. D'ailleurs, même on nous interdit. On ne recommande pas de dormir à cette heure. Mais c'était extraordinaire. Et j'ai rêvé de Serigne Saliou, accueillant des hôtes tout en lumière, dont on ne percevait pas le visage. C'était 3 silhouettes tout en lumière. Je vous le dis parce que c'est l'occasion pour peut-être. C'était l'annonce de son rappel à Dieu. Et là, ces autres-là venaient, et Serigne Saliou était assis, et en un certain moment, il s'est levé pour accueillir ces autres. Il les a placés sur son lit, et lui-même, il est assis sur terre. Et moi-même, dans le rêve, j'étais venu faire ma ziar à Serigne Saliou. Et je m'étonnais de voir Serigne Saliou, que je vénérais, lui-même, recevoir des autres, les mettre sur son propre lit, et se mettre sur terre. C'est après que j'ai compris que c'était un rêve prémonitoire. C'est après que j'ai... Vous pouvez vous considérer comme un bienheureux. Mais je le suis. Déjà, pour avoir écrit ce livre-là, je me sens honoré. Et c'est une réalisation spirituelle pour moi. Merci beaucoup, Amadou Moustapha Dieng. Ne nous oublie pas dans vos prières. Inch'Allah. Journaliste, écrivain, vous faites la fierté quand même de ce métier. À Sud FM. À Sud FM, bien sûr, Sud FM. Voilà, surtout spécialiste de la chose culturelle. Oui. Ça a été vraiment un honneur pour nous donc de nous entretenir avec vous sur
ce livre-là dédié à ce grand homme, tout simplement, un patrimoine pour tout le Sénégal. Serigne Saliou n'avait pas de frontières. Il était voilà, adulé de tous, aimé de tous. Serigne Saliou Mbacké, le 5e khalife général de la communauté mouride. Tout à fait. Merci. Donc la deuxième partie, on réserve ça à notre deuxième invité qui nous vient du Niombato, Madame Gaye, Oumindaou Gaye, je précise bien Gaye, pour faire plaisir à Monsieur Gaye. Permettez-moi un petit mot de remercier la maison d'édition. Oui. J'avais quand même promis de faire un petit bon, placé. On aura le temps pour le faire avant, on va vous redonner la parole. Première partie. Alors, Madame Gaye, je crois quand même on peut trouver un lien entre Serigne Saliou Mbacké et ce que vous faites. La promotion de l'agriculture, le travail de la terre, c'est ce que vous faites à travers donc l'association Agir Niombato. Pourquoi vous avez mis l'accent sur l'agriculture, vous, dans le Niombato? Alors, bonjour à tout le monde et je vous remercie encore une fois pour l'invitation et nous en sommes très heureuses. Par ma parole, l'association, toute l'association Agir Niombato, association pour la jeunesse et l'initiative rurale de Niombato. Donc, pour revenir à cela, ça se raccorde un peu parce que c'est une association qui est née et qui est créée par d'anciens de la zone de Niombato qui sont partis faire de grandes études, qui sont revenus avec les phénomènes d'exode rural, les moto-Jakarta, les mototaxis, les jeunes qui désertaient. Alors que le Niombato est une zone assez riche, on l'appelle même la petite Casamance, avec énormément de potentialités, les terres qui sont là, etc. Donc, ils se sont dit, mais pourquoi pas créer quelque chose. La richesse est là, il suffit juste de faire voir aux jeunes qu'avec ça, vous pouvez vous-même vous épanouir, vous pouvez aussi faire avancer les choses, être employeur, etc. Donc, il fallait instaurer une dynamique. Cette dynamique est de rester au niveau de nos zones, apprendre à développer la terre, apprendre à cultiver, apprendre à gérer et à travers cela s'épanouir économiquement, familialement et puis voilà, aussi pouvoir créer de la richesse. Et la particularité de votre association, en tout cas l'une de vos actions les plus marquantes, c'est vraiment l'élection de ce centre. Un centre dédié à l'entrepreneuriat rural. C'est-à-dire que vous voulez vraiment développer des agripreneurs dans le Niombato. Et le potentiel, il est énorme. Quand on a la chance de faire cette zone-là, on se rend compte véritablement de toutes ces richesses, mais surtout de la fertilité de sa terre. Oui. Alors, bien sûr, nous avons créé un centre qui s'appelle le Centre agricole pour l'initiative rurale. Toujours, il y a le mot rural dans ce que nous faisons parce que c'est plus axé sur les jeunes ruraux. Parce que la problématique qui se trouvent au niveau rural n'est peut-être pas la même au niveau de Dakar ou bien avec les jeunes de Dakar. Donc, c'est plus axé sur les jeunes ruraux parce que c'est souvent des jeunes qui ont accès à la terre parce que les parents sont des agriculteurs, mais qui peut-être ne s'épanouissent pas réellement dans cela. Donc, nous avons visé ces jeunes-là parce qu'il y a toujours un aspect de lutte contre l'exode rural. C'est pourquoi toujours on dit initiative rurale. Donc nous avons créé ce centre-là, Centre agricole pour l'initiative, où nous formons des jeunes, où nous avons déjà eu à former près de 200 jeunes en gestion d'une ferme horticole. Et donc là, nous venons de finir à travers un financement de l'ambassade de France, la formation de 35 jeunes. Et figurez-vous, avec 50% de femmes, et nous en sommes à la 5e cohorte. Et toutes les cohortes ont été majorées, je suis fière de le dire, par des dames. Et je peux vous dire que la formation, elle est très rude. C'est une formation de 6 mois. Donc 80% de pratique pour vous dire que les jeunes sont tout le temps au centre en train de vraiment travailler la terre dure. Les femmes s'en sortent et on met cet accent-là sur les jeunes filles également, qu'elles croient en elles, etc. Donc là... Nous avons fini de former la 5e cohorte à travers, comme je le disais, un financement de l'ambassade de France. Par ailleurs, nous avons eu aussi à bénéficier de l'accompagnement de LuxDev qui nous a permis de former les 4 premières cohortes. Alors, pourquoi nous avons des partenaires? Parce que la formation, elle est 100% gratuite. Donc, nous démarchons, nous rédigeons le projet, nous allons voir les bailleurs, des partenaires, parce qu'il faut loger. Quand le projet a été lancé, c'était plutôt visé, nous avions plutôt visé les jeunes talibés. C'était la proposition de départ. Les talibés, souvent, qui sont devenus grands, qui ont appris, mais qui n'ont pas de métier proprement dit, mais qu'on peut initier, etc. Donc, c'était le départ du projet. Mais au fur et à mesure, parce qu'on passe par l'appel à candidature, nous avons eu des étudiants, nous avons choisi les passionnés. Donc nous avons des masters, des gens qui ont fait de l'anglais, des journalistes, des économistes. On a eu vraiment... Donc là, on s'est mis... Le critère, c'est qu'on ait la passion
qu'on veut se développer dans l'entrepreneuriat. Et vraiment, dans la zone, nous en avons. Parce que quand nous avons lancé ce projet-là, J'entreprends, nous avons fait un diagnostic sur les premiers formés, les agripreneurs. Vraiment, nous avons fait un travail parce qu'on voulait aussi les accompagner, parce qu'on a intégré une partie accompagnement. Nous sommes partis les voir, ils sont installés, certains même très développés aux yeux de centre même, qui sont dans la zone, qui emploient des jeunes et qui font un travail extraordinaire. Alors qu'ils sont partis de zéro, ils n'avaient pas de centre, etc. Mais quand ils ont venu faire la formation, la passion s'était révélée et maintenant, vraiment, ils sont à un stade où nous, on ne peut être que fiers de vraiment ce travail. Et c'est ce que je dis toujours, le centre ou l'association, c'est ça sa fierté. Parce que quand on voit ces jeunes-là qui étaient là, qui ne connaissaient même pas l'agriculture et que maintenant qui sont experts, qui sont carrément, même quand tu vois d'autres opinions, ils disent non, moi je travaille pour moi-même, je ne travaille pas pour quelqu'un. Là, vous devez sortir maintenant des frontières du Nyombato et être tout simplement Agir Sénégal. et non plus Agir Nyombato, Agir Sénégal qui pourrait intervenir à Médina Fall, à Pire, à Tiaounpeul. N'est-ce pas? Ou en tout cas, plusieurs Agir, parce que c'est parti d'une association de jeunes qui sont là. Le président qui est un spécialiste en transformation agroalimentaire, qui est un professeur à l'UGB, c'est le président de l'association, M. Joseph Bassama, que je remercie vraiment pour cette occasion, parce que c'est la tête de ce projet, c'est la tête de l'association. Mais il est bien épaulé. Ah oui. Quand on a des parce que vraiment, c'est lui qui porte l'ambition, c'est lui qui porte les idées. Et moi, comme tous ceux qui nous entourent, nous avons carrément intégré au projet. Machallah. On sent toute votre passion autour de ce projet. Et sa maîtrise du projet. C'est vrai. Alors, le discours aujourd'hui, il porte sur quoi? Comment est-ce que vous parvenez à parler à ces jeunes-là pour qu'ils reviennent? Parce que quand on sait, vous avez parlé tout à l'heure d'exode rural, les jeunes tout le temps, c'est aller à Dakar, dans les centres urbains, pour pouvoir trouver du travail, faire la formation. Aujourd'hui, au niveau du Nyombato, quel est le discours qui a permis de retenir tous ces jeunes-là et de pouvoir suivre cette formation? Alors, le président a l'habitude de dire que cette formation, c'est une conséquence de l'exode rural, dans la mesure où, quand vous prenez un jeune qui était là, qui était perdu, qui ne savait pas quoi faire, qui est entouré de terres, parce que ses parents détiennent des terres, qui ne savent pas quoi en faire, vous prenez ce jeune-là, vous l'internez, parce qu'on les interne. Pendant 6 mois, ils font une formation rude. Après, ils partent en stage. 2 mois, ils reviennent. Ensuite, ils se lancent. C'est-à-dire que même au moment de la formation, il y en a qui, chez eux, avec quelques planches, qui démarrent une activité. Après, ils continuent. Et avec cela, après la vente et le suivi, ils se voient. Parce que la terre, elle te rend ce que tu lui donnes. Donc là, ils commencent à s'en dire, ah, pourtant, moi, je peux faire ça. Un mois, une campagne, 2 campagnes. Ils recrutent des jeunes, parfois même des jeunes de la famille, etc. C'est pourquoi même dans notre dernière formule, on a mis une ferme, gestion d'une ferme familiale intégrée. Parce qu'on s'est rendu compte que l'aspect familial, la gestion des terres familiales était dedans. Donc ces jeunes-là, c'est pour ça. Quand ils commencent à entreprendre dans l'entrepreneuriat agricole, ils s'y retrouvent, ils créent de la valeur pour eux-mêmes, pour leur famille et pour leur communauté. Et ils restent, ils deviennent passionnés et voilà. Vraiment, félicitations, je vous tire mon chapeau. Alors, une telle initiative devrait quand même bénéficier de plus de soutien, surtout de l'État central. Parce que ce que vous faites, vraiment, c'est pour lui d'abord. Parce que c'est à l'État de trouver donc, les mécanismes pour intéresser les jeunes à l'agriculture et de promouvoir des champions locaux pour fixer les populations et mettre fin à l'exode rural. Alors, est-ce que vous le sentez, ce soutien public-là? Alors, je dirais non, je dirais vraiment non. Mais nous avons reçu l'année dernière en inspection, l'inspecteur... c'était lors de l'inspection des institutions privées, etc. Mais l'inspecteur, quand il est venu nous voir au centre, il a exactement dit ce que vous avez dit. En fait, c'est l'État qui devait faire ce travail. Mais vous êtes ici, vous êtes des jeunes, vous faites ce travail qui est extraordinaire, c'est l'État qui devait vous appuyer. Bon. Vous êtes rapproché justement des membrements de l'État? Pas vraiment. Bon, il y a toujours des appels à soumission avec le 3FPT, etc. Comme je vous désigne, nous avons des projets, nous se mettons. Voilà, mais bon, ça n'a pas encore abouti. Même le président a fait trouver des rencontres avec la DER même.
Mais bon, ça n'a pas encore abouti. En tout cas, pour le moment, nous travaillons plus avec... nous répondons aux appels à... C'est comme ça que nous avons été financés par l'ambassade de France. Des appels à projets. Après la candidature, nous soumettons nos projets bien rédigés et puis voilà. Alors, je pense que vous recevrez bientôt la visite du ministre de l'Agriculture. Hein, parce qu'il est plus facile de retrouver sur le terrain, sur les rues du Sénégal que dans son bureau. Hein. Parce qu'un tel modèle, un tel projet quand même devrait être célébré par le ministère de l'Agriculture, qui est en principe votre ministère. Vous avez même plusieurs ministères de tutelle. Hein. La formation, la jeunesse, l'entrepreneuriat, qui devraient tous être à vos côtés. Même le genre, hein, parce que nous formons de très bonnes jeunes femmes. Le genre également. C'est vrai que la culture est votre passion première, mais là, on parle de développement. Sans développement, aucune activité ne peut se faire. Mais tout à fait. Que vous inspire une telle initiative venant de l'intérieur du pays? Très louable, franchement. Une initiative louable. D'autant plus qu'actuellement, nous sommes dans une période de souveraineté alimentaire. On tend vers cela. Alors, avec le ministre Mabouba Diagne qui est sur le terrain, qui fait des visites, je pense que de telles initiatives devraient être appuyées pour aller dans le sens justement donc, de résoudre ce besoin-là de souveraineté alimentaire au Sénégal et en appuyant les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui doivent cultiver pour donc, amener cette productivité-là. Alors, avant de prendre congé de vous, Madame Gaye, sur les perspectives qui s'offrent à Agir Nyombato, hein, vos projections, vos souhaits? Oui. Alors, nous avons, comme je dis, l'association a des objectifs qui sont bien déclinés. Là, nous sommes à l'étape formation, accompagnement. Et après, nous avons développé un autre projet, incubation. Pourquoi l'incubation? Parce que nous formons quand même assez de jeunes. Peut-être tous ne peuvent pas se lancer dans l'entrepreneuriat, d'autres, parce que comme j'ai dit, ils ne sont pas tous du Nyombato. Là, nous avons des jeunes de Soukoumpentoum, de Saint-Louis, parce que c'est un appel, ils viennent jusqu'à Sokone pour se former, repartir et puis entreprendre. Donc là, nous sommes du Kenjor, donc là, nous avons des éléments un peu partout. Donc voilà, la prochaine étape serait vraiment un centre d'incubation que nous avons avec un système de Baïsédo qui est très clair pour nous, mais nous avons besoin de 20 hectares pour vraiment au centre avec de l'aviculture, de l'arboriculture et du maraîchage, avec pour chaque incubé 0,25 hectares qu'il va lui-même développer au bout de 2 ans, que nous allons diviser en 3 parties. Comme ça, le jeune, quand il va finir son programme d'incubation, il aura des fonds pour lui, pour se lancer, soit pour déposer une caution pour bénéficier d'un prêt ou travailler avec les institutions de financement. Donc c'est vraiment, ça a été vraiment réfléchi voilà, un projet bien structuré, nous l'avons bien structuré. Donc c'est notre prochain, prochaine étape. Voilà. Donc il y a aussi un projet, comme je vous l'ai dit, le président il est spécialiste en transformation agroalimentaire. Donc dans la formation, nous disposons également d'un référentiel pour former. Nous avons les compétences pour former en transformation agroalimentaire. Maintenant, nous n'avons pas encore de local qu'il faut, etc. Nous n'avons donc pas encore. Nous l'intégrons à la formation à travers nos partenaires qui sont au niveau local, Nebedaï, etc., qui font un peu cette partie transformation. À la fin, il y a cette structuration à travers des coopératives. Nous aurons formé assez de jeunes un peu partout. Ce sera l'occasion de faire des coopératives voilà, avec ces jeunes-là pour comme ça, en termes de production, en termes d'écoulement, que tout soit organisé à travers ces instances-là. Vraiment, bravo et bon retour sur Sokona, Merci dans beaucoup. le Nyombato. Tiens, Amadou Moustapha, un dernier mot sur ce livre-là. On peut s'attendre à un autre? Oui, tout à fait. Il a été reçu par le Khalife général. Oui, tout à fait. Serigne Mountakha Mbacké. Oui, Serigne Mountakha Mbacké très proche de Serigne Saliou. m'a fait l'honneur de me recevoir. Et vous savez quoi? Quand je lui ai présenté le livre, non seulement il l'a pris entre ses mains, il y a une photo qui circule sur le net où Serigne Mountakha lui-même tient mon livre entre ses mains, ce qui est un immense plaisir pour un fervent mouride comme moi. Mais je lui ai aussi parlé de mes recherches parce que je suis aussi au LATES, en doctorat. Je travaille sur la sociologie appliquée au développement. Et je travaille aussi sur des recherches par rapport à la philanthropie religieuse. Je lui parlais donc de mes recherches sur Touba Tchakanam, qui est l'objet de ma recherche. Et il m'a dit, approche-toi. Je me suis rapproché et il a posé sa main sur ma tête comme pour formuler des prières, pour dire que Serigne Mountakha accorde beaucoup d'importance au savoir, à la science. C'est un éminent intellectuel, Serigne Mountakha. Et remercier la justement, maison d'édition. Oui, justement, voilà, j'en venais. Parce qu'avant-hier même, justement, j'ai eu un entretien avec les responsables.
leur disant que je venais donc à Kenkeliba, la première matinale de Sénégal. Il faudra quand même que j'en parle. Merci beaucoup à Onéas, à mon ami Abdoulaye Touré, qui a tout fait pour que le livre puisse sortir. Merci à Mme Aminata Si, la directrice. Et merci aussi au traducteur, qui est un Mbok talibé, comme moi, Mortal Sissé, de l'Association des écrivains de la Mouridia, que nous préparons même une prochaine foire du livre ici à Massaliko Djinan, du 8 au 10 prochain. Et pour clôturer, merci à mes amis de Sud FM, merci à la rédaction, merci au directeur et merci à tout le monde. Merci à El Hadj Malick Ndiaye. El Hadj Malick Ndiaye, le sportif. Le conseiller, le coach personnel. Merci à vous. Et on en profite excellent week-end. Pour souhaiter une bonne journée à tous nos confrères de Sud FM qui nous suivent sans doute. Merci à vous d'être passés sur ce plateau de Kenkeliba. Alors, on va passer tout de suite au clip du jour. On se retrouve juste après. Ngalam ni sodan nyongi lay siare ya di sam sodan simfalu falu ya kangada simfalu ngalam ni sodan nyongi lay siare simfalu ya di sam sodan falu ya kangada ngalam ni sodan nyongi lay siare ya di sam sodan simfalu falu ya kangada simfalu ngalam ni sodan nyongi lay siare simfalu wa baaxal war na waa jaam ndem sa xolu di ñaanul mbaa nga doon kuréere yaa di sam si soodaan bayu sëriñ moo du sëriñ bayu sëriñ baara abdu ngi lay siyaare si falu falu ay gadaaneex leer na gaay tax neex falu rek leen neex way am na séeréer yaa di sam si soodaan bayu sëriñ aboo falilu sëriñ aboo yow na Alors, c'était le clip du jour proposé par la rédaction de la RTS. Bon, on nous a proposé un clip sur Seigne Fallou, mais qui est quand même le grand frère de Seigne Saliou. C'est vraiment... Saliou, c'est aux anges aussi. Exactement. C'est aussi une autre dimension. Ça reste vraiment la Mouridia. Et justement... Son grand frère aussi. Exactement, le grand frère de Seigne Saliou Mbacké. Merci beaucoup alors pour ce choix de ce matin. Tout de suite, on vous propose de suivre le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. On se retrouve juste après. Les honneurs du détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle pour accueillir de nouveaux ambassadeurs accrédités à Dakar. La présentation des lettres de créance au président de la République officialise l'entrée en fonction de l'ambassadeur. Claudia Patricia Mosquera Rosero, désormais ambassadeur de Colombie au Sénégal, vient sacrifier à la tradition. Née en 1966 à Puyen-Aventura, elle est docteur en travail social, professeur associé à l'Université nationale de Colombie et professeur invité dans d'autres universités à travers le monde. Avec une trentaine d'années d'expérience dans le domaine du travail et de la recherche dans la construction de la paix, Madame Rosero a été conseillère au programme des Nations Unies pour le développement et membre d'un groupe consultatif international en Colombie sur la lutte contre le racisme. La République de Corée a également un nouvel ambassadeur au Sénégal. Accueilli au portail du palais présidentiel, Yik-Woon Kwon, né en 1970 et diplômé en langue française à l'université de Séoul.
Avant son accréditation à Dakar, il a occupé plusieurs postes dans les ambassades coréennes en France, en Tanzanie et au Saint-Siège à Rome. Votre Excellence, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence M. Yoon Song-yeol de la République de Corée m'accrédite auprès de vous. Il a également été directeur Afrique puis Europe au ministère des Affaires étrangères de son pays. Il est désormais ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Corée à Dakar. La présentation des lettres de créance marque ainsi la prise de fonction officielle de ces deux ambassadeurs. Après plus de 3 mois à la tête du pays, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, continue de prendre ses marques. Sur le plan économique, ces 100 jours de pouvoir coïncident avec l'extraction du premier baril de pétrole du champ Sangomar le 11 juin 2024. Le Sénégal rejoint ainsi le cercle restreint des pays producteurs de pétrole, ce qui suscite beaucoup d'espoir chez les populations. Nous l'avons longtemps cherché, on va dire qu'il est enfin là. Nous y attendons des ressources. Mais les ressources que nous en attendons, c'est des ressources qui doivent être orientées vers le développement d'autres secteurs. Je veux rester lucide et dire que ce qui en sera tiré, quelle que soit la proportion, nous en attendons une proportion juste par rapport à ce qui est déjà signé et ce que nous pouvons rattraper. Que ce sera administré au profit des générations actuelles et des générations futures. Les recettes issues de l'exploitation du pétrole et du gaz sont évaluées à plus de 700 milliards de francs CFA par an, avec un impact réel sur le taux de croissance. À partir de maintenant, nous avons une troisième source de financement pétrole-gaz. J'aurais souhaité que par rapport à cette manne financière, qu'on s'oriente vers ce que je considère comme un appui conséquent des populations en termes de souverainisme pour lutter contre aussi le chômage. Et là, un fonds dédié serait mis en place, à mon avis, pour financer l'agriculture, la santé, l'école sénégalaise. C'est-à-dire qu'en fait, on les appelle les secteurs sociaux de base. L'un des avantages de ces ressources sera probablement le rééquilibrage de la balance commerciale et du budget qui est actuellement déficitaire. Et pour résorber le gap, le Sénégal a signé le 4 juin dernier son retour sur le marché financier international avec l'émission de 450 milliards de francs CFA d'eurobonds. Nous estimons qu'il y a un surfinancement pour cette année, c'est-à-dire que le gouvernement a plus de liquidités dont il a besoin, en plus de l'endettement au niveau du marché régional. Et donc, ce que nous sommes en train de discuter avec le gouvernement, c'est peut-être utiliser ce surfinancement afin de faire des opérations de gestion du passif, c'est-à-dire racheter une dette à court terme plus coûteuse par cette liquidité qui est un peu plus à long terme et moins coûteuse. Et ceci permettra, premièrement, de baisser le niveau de la dette, deuxièmement, de réduire ce surfinancement, parce que c'est un financement qui coûte, c'est de l'argent qui est la Banque centrale que le gouvernement pourrait utiliser autrement. Le Sénégal continue ainsi de bénéficier de la confiance des bailleurs, comme le FMI qui vient de lui accorder une enveloppe de 230 milliards de francs CFA, la Banque mondiale met également la main à la poche avec le financement de 2 projets prioritaires sur l'eau, l'assainissement et le PACASEN pour un investissement global de 310 milliards de francs CFA. L'accompagnement Banque mondiale et FMI est déjà acté. C'est-à-dire qu'il y a un PAP, Programme d'action prioritaire. Et ça, c'est le numéro 3, après les 2 du président Macky Sall. Et donc, puisque le PAP a été déjà acté, il va de soi que dans ce PAP-là, qu'on trouve des financements locaux, mais qu'on trouve des financements bilatéraux, mais qu'on trouve aussi des financements de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Et donc, je crois que c'est en roue libre qu'aujourd'hui, le régime gère un peu cette dimension-là. Pour renforcer la mobilisation des recettes fiscales, une série de réformes est entamée par les nouvelles autorités, la déclaration préalable d'importation,
la TVA numérique ou encore le prélèvement de conformité fiscale, autant de mesures qui contribuent au renflouement des caisses de l'État. Durant ces 100 jours, de nombreuses initiatives ont été prises, mais la plus attendue était la baisse des prix des denrées de consommation courante. 53 milliards de francs CFA ont été injectés par l'État dans des mécanismes de régulation pour soulager les ménages. Nous saluons l'engouement de tous les ministres, de M. le Premier ministre, de l'ensemble des membres de son gouvernement qui ont procédé à leur déclaration de patrimoine. Et nous invitons maintenant les autres assujettis, qu'ils soient des directeurs généraux ou d'autres personnalités que la loi énumère, de venir faire de même. En tout cas, le ton a été très bien donné par le gouvernement. Les membres de l'ancien gouvernement sont en train de venir faire leur déclaration de sortie, comme ils disent, et à cette émission, on est en train de suivre. Mais quand même, c'est le lieu de féliciter le gouvernement qui a eu un rôle très déterminant par rapport à ça. Après des années de souffrance et de sacrifices, la famille Diop retrouve des moments de bonheur. Adja Aïda Diop décroche son baccalauréat série S2 avec la mention bien, malgré un grand handicap physique. Sentiment de fierté, car j'ai rendu honneur à mon père et à ma mère, qui se sont beaucoup sacrifiés aujourd'hui, car c'était difficile au début, mais ils ont mis tous leurs efforts pour me permettre de réussir. Ma mère a dû même acheter une voiture d'occasion pour me permettre d'aller à l'école. Elle est très résiliente. Bon, en sixième, je crois que si je ne me trompe pas, il avait une moyenne de 17 comme moyenne annuelle. En cinquième, pareil. Et quatrième aussi pareil. Et je crois qu'arrivée en classe de troisième, elle a même multiplié, ou bien augmenté ses efforts et obtenu au moins 18. Adja Aïda vit avec ses proches dans cet immeuble au deuxième étage en face de son école, une proximité qui ne règle cependant pas son problème de déplacement. Avec les travaux du café, la voiture, je l'ai garée là-bas un peu loin. Et j'étais débutante aussi, parce que c'est à cause d'elle que j'ai appris à conduire, parce que je n'avais pas le choix. Frappée d'une maladie qui assèche la peau et affecte les os à l'âge de 14 ans, Adja a fait preuve d'un courage hors du commun pour en arriver là et ne tarde pas à se projeter pour les études supérieures. Je veux devenir médecin pour trouver un remède pour ma maladie, pour tous ceux qui ont cette maladie puissent en guérir eux aussi. La famille Diallo à la Médina connaît une situation similaire où le courage a permis de triompher. Il a fait preuve de courage et de bravoure pour obtenir son baccalauréat avec brio. La difficulté de s'exprimer et d'écrire n'a jamais été un frein à ses ambitions. Au début, ses profs avaient des difficultés à le comprendre. Par la suite, il l'appelait, soit les profs de PC ou bien, il appelait quelque part, lui parlait et finalement, ainsi ils ont pu le comprendre, c'est-à-dire comprendre ce qu'il dit. En plus de l'aide apportée par au niveau de la... Parce que lui, il tient à participer en classe. Dépourvu de tout complexe, l'ancien pensionnaire du centre Talibou Dabo s'est battu pour être orienté dans les établissements classiques après les études primaires. Il est jovial d'abord, il n'est pas complexé, il aime travailler. Et ce qui a aidé le plus également, il a été accepté et aidé par ses camarades de classe. Pour les études supérieures, Bilo jette son dévolu sur les métiers du numérique, notamment l'informatique ou l'intelligence artificielle, et ne se fixe pas de limites. De retour en plateau, Aline Badara Kane était en train de me refroidir le nez pendant qu'il était en train de me dire quelques sottises. Merci à... en plateau. Merci à Francis. Merci à Francis. Merci. Alors, on va passer à la deuxième partie de la rubrique. Non, le rôle de la sorcière, c'est pas pour Laura, j'ai pas dit ça. Hein. Non. C'est tombé comme ça. Hein. Tu t'adressais à Laura. C'est assez compliqué. Hein. Jamais, Laura, c'est... C'est la grande royale. Le rôle de l'ange. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, elle m'a rejoint en plateau. Laura, bienvenue en plateau. De quoi vas-tu parler ce matin?
Ce matin, alors, on va aller du côté de Ndandefal, dans la région de Louga, pour parler de la première édition du festival Taroukalom. Très bien, et à tes côtés, notre invité, notre troisième invité. Alors, on dit Ephrem. Très bien. Ephrem Manga, qui est le responsable de la commission marketing et communication de la kermesse de la paroisse des martyrs de l'Ouganda. Comment allez-vous et bienvenue en plateau. Ça va, je vais bien. Merci vraiment pour l'accueil. Merci beaucoup. Très bien. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Aline Belarakan, on passe à Laura. Hein. On continue avec toi, sans jingle. Alors, tu as voyagé pour nous proposer un sujet ce matin. Tout à fait. Alors, effectivement, aujourd'hui, on va parler de patrimoine matériel et immatériel. On va parler de professionnalisation des acteurs du théâtre, mais aussi de développement à l'échelle locale. Donc, la première édition du festival Taroukalom, c'était à Ndandefal, là où se trouve justement ce puits, le puits du Kalom. Nous y étions et on vous raconte dans cet élément. Ce dernier week-end du mois de juin à Ndandefal, dans la région de Louga, la première édition du festival Taroukalom. Une célébration annuelle autour du puits du Kalom, site historique inscrit au patrimoine national en tant qu'attraction touristique et surtout spirituelle pour les habitants de cette localité. Chaque année, en marge de l'hivernage, les Ndandois s'y retrouvent pour faire des offrandes en faveur d'une belle récolte et se remémorer les histoires qui l'entourent. C'est alors qu'Alassane Cissé, acteur culturel originaire de la ville et président de la troupe théâtrale Ndefar Dande, a souhaité faire de cette date un festival, Taroukalom, d'abord pour renouer avec les traditions de nos ancêtres et en profiter pour promouvoir le site et l'enseigner aux différents groupes invités venus des 14 régions du Sénégal. Les festivités ont alors démarré avec un carnaval et le Raokalom, afin de créer un cadre d'échange culturel autour des questions de développement pour une meilleure prise en charge du secteur de la culture. Instituteur de formation et membre du collectif des associations artistiques pour le développement de l'art, le Tchada National, Alassane Cissé a tenu à ce que ce festival soit également un prétexte pour former plus de 30 jeunes comédiens au jeu d'acteurs sur les 2 jours. C'est avec l'artiste comédien Ibrahim Ndoye dit Lebou qu'ils ont pu bénéficier d'un atelier de renforcement sur la direction d'acteurs, comment être un bon comédien ou encore la transition entre la personne et le personnage. L'objectif pour ces jeunes venus en délégation est issu des compagnies théâtrales de Toubab Dialaw, Dagana, Dom, Fass Boye, Yumbel, Pikine, Kébémer, Rufisque, Boro ou encore Cœur Moussa. Renforcer les techniques théâtrales, que ce soit dans l'expression corporelle ou orale, entre exercices de concentration et de repérage dans l'espace, ou encore de présence scénique parmi les étapes de la mise en scène. Des techniques qu'ils ont pu expérimenter au cours d'une restitution lors du spectacle de clôture, avec une pièce collective sur les thèmes de la vie sociale, du traitement des enfants, de la vie des handicapés et d'autres sujets de société. Une première édition réussie qui a fait un carton plein à Ndandé et satisfait ses organisateurs qui pensent déjà au thème de l'année prochaine. C'est un festival Taroukalom, la première édition. Ça nous renoue aussi avec ces traditions ancestrales et au-delà de ça, c'est un cadre d'échange culturel. Tout à fait. L'objectif en fait, des organisateurs, c'était vraiment de pouvoir renouer, justement, comme tu l'as dit, avec cette tradition et aussi de pouvoir enseigner cette histoire-là du puits du Kalom. Et puis aussi, c'était la première édition donc, sur le thème le Kalom, patrimoine historique. Donc l'idée, c'est un peu de pouvoir formaliser cette célébration qui se tient de toute façon chaque année dans la ville. Et l'objectif, c'était un petit peu de s'en servir comme prétexte pour organiser, comme vous l'avez vu, des formations autour du théâtre pour aussi participer à cette professionnalisation des acteurs du théâtre, donc des acteurs comédiens qui sont venus de toutes les régions, beaucoup de jeunes. Et voilà, donc le Kalom, c'est ce puits de 34 mètres de profondeur, 11 mètres de large, qui fait l'objet effectivement de nombreuses légendes, notamment celle du serpent que nous a raconté Ngor Fall, qui fait partie des quelques personnes qui sont habilitées à y descendre depuis plusieurs décennies. On l'écoute. Cela fait plus de 60 ans que je m'occupe de ce puits en assurant son entretien complet. Je peux dire que je le connais mieux que quiconque, même si parfois certains cherchent à me remplacer. De temps en temps, des personnes sont envoyées pour y faire des offrandes et c'est à travers moi qu'elles les accomplissent. Quand j'ai commencé à m'occuper de ce puits, il n'y avait rien. Ils étaient seuls. Mais maintenant, un groupe m'a besoin pour m'aider à en assurer l'entretien.
ak waa gàmmu gi yëpp danoo bañ financement ñu laan ko ñu ko jox ma leen kon wax Ce n'est pas une tâche facile, il faut le reconnaître. Les défis ne manquent pas et nous devons souvent nous débrouiller seuls. Paradoxalement, nous travaillons pour le bien de la communauté. Par exemple, lorsqu'une festivité est organisée et qu'il est nécessaire de faire des sacrifices ou de verser des offrandes dans le puits, c'est moi qu'on doit nécessairement rencontrer. C'est un lieu béni. À ceux qui en doutent, je leur lance le défi de passer une seule nuit dans ce puits et ils verront. Ah, ben en tout cas, l'un de tes rivaux. Je devrais te lancer justement dans ce puits de Calom. À la fin, on dirait un peu le challenge du vendredi. Est-ce qu'il y a une clôture justement pour protéger et surtout prévenir certains accidents parce que des enfants peuvent s'y promener? Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment un lieu de rendez-vous au niveau de la ville, mais que tout le monde connaît, à savoir que du coup, effectivement, il y a une barrière tout autour. Là, exceptionnellement, lors de cet événement, on entre à l'intérieur, mais seulement pour certaines personnes, parce qu'il n'y a pas la place forcément pour tout le monde. On l'a vu dans l'élément, il y a beaucoup de monde qui s'est rassemblé aussi pour cet événement, qui était de l'autre côté de la clôture, évidemment, pour éviter aussi les attroupements. Et puis, il y a aussi, évidemment, toujours un dispositif policier pour permettre aussi de sécuriser un petit peu la zone. Et voilà, seules certaines personnes sont habilitées peut-être à venir de plus près, telles que voilà, avec les caméras de la RTS, on peut rentrer pour pouvoir évidemment prendre des images, mais c'est avec beaucoup de précautions et tout le monde en fait est assez vigilant en fait à la position que va prendre chacun. Il faut avoir une certaine position quand on s'approche, vous l'avez vu peut-être avec les fidèles qui étaient là. Et du coup, voilà, c'est sécurisé et puis c'est très organisé, évidemment. Aline Badarakan, on devrait y aller. Hein, mais avec plaisir. Oui. Non, moi, j'ai déjà vu le fameux puits. Hein. Voilà, j'étais en Dande. C'est magnifique. Hein. Voilà, c'est que des mentions et c'est un patrimoine à préserver. Et je pense qu'on ne le valorise pas assez parce que ça aurait pu faire comme l'objet de plus de visites de la part des touristes. Parce qu'il y a toute une légende autour de ce puits. Voilà. Il y a un débat aussi scientifique. Mais c'est cela en fait voilà, la beauté de ce genre de patrimoine-là. Effectivement, voilà. C'est pour ça d'ailleurs c'était l'objectif évidemment de l'organisation de ce festival, à savoir comme on le disait, chaque année de toute façon, les habitants se réunissent pour faire cette cérémonie. Maintenant, c'est ouvert encore plus à tous pour pouvoir permettre à tous les Sénégalais de venir découvrir ce site et toutes ces beautés et toute sa signification. Très bien, on termine avec toi avec l'agenda culturel. Tout à fait. Alors, pour ce week-end, on a 3 dates à vous partager. Donc, la 2e édition du festival Khar Kanam. Donc, c'est la compagnie théâtrale Bolochosan qui a créé depuis 2018. En fait, ce sera à Yarar ce week-end. Donc, du coup, ils souhaitent apporter leur contribution, eux aussi, à la revalorisation du théâtre sénégalais à travers les festivals régionaux, donc former des jeunes comédiens sur les techniques de voix et autres. Et ce sera donc, comme je le disais, à Yarar. C'est vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juillet 2024. On a également ce soir Ciné Khalé au centre Yenenga. Donc au programme, ce sera 3 films qui ont été réalisés par des enfants de Grand Dakar sur la disparition des baobabs dans la capitale. Et ce sera ce soir à 19h30 au centre socio-culturel de Grand Dakar, donc le centre Yenenga. Et enfin, une rencontre littéraire ce samedi 13 juillet, ce sera de 15h à 17h, autour du livre L'irrésistible attrait de l'ordinaire de Pathé Diaye, et ce, en présence de l'auteur. Très bien, merci beaucoup pour ces 3 dates et ce sera ce week-end justement, soit le cinéma, la rencontre littéraire ou le festival de théâtre. Et le festival de théâtre. Alors Aline Badarakan, on poursuit avec toi avec la dernière partie de la rubrique invité. Et ce matin, on reçoit en plateau Monsieur Ephrem Manga, il est responsable de la commission marketing et communication de la kermesse de la paroisse des Martyrs de l'Ouganda. Voilà, c'est cela Kenkeliba. Kenkeliba s'ouvre à toutes les chapelles. Kenkeliba s'adresse à tout le Sénégal, à tout le monde. La première partie était consacrée à Feu Serigne Saliou Mbacké, la dernière à la communauté catholique, on peut le dire ainsi, à travers donc cette kermesse, mais qui intéressera tout le monde, hein, parce qu'il s'agit finalement d'une activité festive. Hein. Alors, organisée par, bien sûr, voilà, donc la paroisse, voilà. Donc des Martyrs de l'Ouganda, donc cette grande paroisse. L'une des kermesses les plus célèbres au Sénégal reste bien sûr la kermesse de la cathédrale. Alors, par rapport à la cathédrale, comment vous positionnez-vous de la paroisse des Martyrs de l'Ouganda? Par rapport à la cathédrale, je dirais qu'on n'a pas, les mêmes clientèles. Oui. Et en plus que nous sommes plus proches, comment dirais-je, nous sommes plus proches de la périphérie. Okay. Donc, ça nous permet d'avoir plus de monde.
Ok. C'est pourquoi c'est une histoire traditionnelle, elle est toujours là. Oui. On a toujours, même si une équipe change, le public répond toujours. Parce que ça fait 47 ans. 47 ans 47 ans, oui. Ouais. À part le Covid, on a sauté les années de Covid 2019, 2020. Mais après, on a repris. Donc, c'est la 47e édition. Et c'est toujours une joie de participer à cette kermesse pour les riverains. Bah, c'est vrai, hein, parce que vous êtes au beau milieu de pas mal de grands quartiers populaires. Hein, ici à Dakar, Grand Dakar, de l'autre côté. Hein, vous avez toute la SICAP. On a la SICAP, Dieuppeul, Derklé et tout cela. Alors, par rapport à la dimension ludique, est-ce qu'il y a également d'autres attentes de vous, les organisateurs, par rapport à cet événement? Oui. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une tradition. La kermesse regroupe tout le monde. Et ça permet, c'est un rendez-vous que tous les Sikapois, si je peux le dire ainsi, tous les Sikapois attendent chaque année. Ça permet de fédérer, de renforcer les liens exactement. avec toutes les communautés également. Sans distinction, sans distinction de religion ou d'ethnie et tout. Tout le monde est pressé de venir à cette kermesse. Alors, par rapport aux activités, pour qu'elles soient beaucoup plus, disons, attractives et que tout enfant puisse avoir la possibilité de jouer et d'y participer, quel est votre modèle en termes d'approche de billets et tout cela, pour que ça soit vraiment à la portée de tous? Parce que souvent, on voit sur certaines kermesses, comme vous l'avez dit, bon, je ne vais pas citer l'une d'elles, mais où c'est un peu hors de portée, hors de prix pour certaines couches de la population. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Oui, aisément, parce que nous habitons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous habitons dans un milieu où il faudra calculer tous ces paramètres pour que les pères de famille puissent venir pour avec mettre tout le monde à progéniture. l'aise. Parce que quand on parle de kermesse, on parle aussi de la vie sociale. Donc, paroisse, c'est pour gérer aussi la vie sociale. Donc, si on gère la vie sociale, il faudra qu'on calcule toutes les couches de la société. Donc, c'est pourquoi nos prix sont très abordables en ce sens. En ce sens où, je ne sais pas si je peux donner les prix. Mais allez-y. Nous avons les prix pour les enfants à 500 francs et pour les adultes à 1000 francs. Donc, je pense que ça, c'est abordable. C'est accessible à tout le monde. Et nos jeux tournent autour de 300, 500. Et le plus cher, c'est 1000 francs. Quel est le thème de cette année? Cette année, on s'est dit il faudra qu'on se base sur la solidarité. D'accord. La solidarité. C'est important. Parce que c'est l'une des vocations de l'Église d'ailleurs, la solidarité. Quand on était à Derklé, il nous arrivait de faire des cotisations pour aller prendre part donc, à cette kermesse-là des martyrs de l'Ouganda. Aujourd'hui, pour le démarrage, c'est prévu quand est-ce et puis à quelle heure les festivités sont prévues? Aujourd'hui, par exemple, nous avons une soirée qui va débuter à 19h. Et 19h jusqu'à 2h du matin, aux environs 2h, 3h. Le samedi? Le vendredi, aujourd'hui même le vendredi. Okay. Donc, nous avons des invités comme Oriazoul, Batoukadera et plein d'autres artistes qui seront là pour aujourd'hui, le vendredi. Et aujourd'hui aussi, nous aurons, comment dirais-je, jeu de chance sous forme de tombola qu'on a mis en place. L'électroménager, les smartphones et tout, les gens peuvent le gagner à partir d'aujourd'hui. Et demain, samedi, nous avons la kermesse qui débutera à 15h. Nous avons la kermesse qui débutera à 15h et ainsi l'ouverture, les jeux, la restauration. Et dans la soirée, nous aurons les artistes, d'autres artistes qui viendront. Un concert? Un concert, oui, avec Bahaou. Asiko Family de Médina. Asiko Family de Médina, oui. Et un jeune Romaric. C'est un jeune de la paroisse. Donc, j'ai oublié, pour le vendredi, par exemple, nous avons, pour faire la promotion de nos entrepreneurs de la paroisse, nous avons mis une allée qu'on appelle l'allée des entrepreneurs. Très bien. Et tous les entrepreneurs, ils viennent
exposer leurs produits. Et gratuitement, sans bouche bélier. Oui. Laura, très rapidement. Moi, très ravie de voir que le Cap-Vert est mis à l'honneur, évidemment, avec l'orchestre Oriazul et les Batucadeiras. Ça me donne une idée d'ailleurs de sujet pour la culture. Effectivement, les Batucadeiras, c'est très intéressant parce que ce sont des mouvements culturels qui sont nés dans la résistance. Et je pense que c'est une très bonne programmation que vous proposez, en tout cas aussi en termes de culture et aussi pour les enfants. Ça, c'est très bien. Tu seras là-bas? Merci. Mais avec plaisir. Le rappel des dates, monsieur Manga, le rappel? Le rappel, le 12, 13 et 14. OK. Donc, pour le 14, nous avons la kermesse, les jeux, la restauration et tout. Et vers 19h, nous avons l'Euro. Et on vous invite d'ailleurs, il paraît que tout à l'heure j'ai entendu que vous faites aussi le direct du match. Si par exemple vous pouvez faire un fan zone là-bas, ce serait vraiment génial. Donc on aura l'écran géant et projettera le match en direct. Et après nous aurons aussi Bastion qui viendra, d'autres artistes qui seront là, ainsi qu'un artiste qui était passé ici la dernière fois, Yastar. Très bien. Donc vraiment un programme alléchant. Oui, pour ceux qui font le déplacement. Merci beaucoup et excellente kermesse. Merci vraiment. Alors en tout cas, vous avez les salutations de Sabassi Faye qui dit qu'il est votre voisin au niveau de la SICAP à Liberté 4. Et il va participer. Sabassi, il va quand même payer les 500 francs. Il va participer quoi. Il va payer les 500 francs, ses enfants également. Sabassi, ce n'est pas une raison pour ne pas s'acquitter d'un ticket. Il faut acheter un ticket. J'en profite c'est 500. Pour souhaiter une bonne journée à Sally Sall depuis Zakbao qui nous suit quotidiennement de la part de Malik Carognan. Merci à vous de m'avoir accompagné ce matin et merci à toi Laura. Merci. Bon vent justement pour cette kermesse. C'est un plaisir de vous servir de Kinkiliba chaque matin. Merci. Au revoir. Merci. Rendez-vous dès lundi pour un nouveau numéro de Kinkiliba. En attendant, passez d'agréables moments avec des programmes de la RTS. À lundi. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line.